Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Win Mirage. Minasan konnichiwa perfetti Guillaume des. Et si nous reparlions des U15 héroïnes de Zen Pictures? Alerte pédomère! Oh ça va, vous pourriez au moins attendre que je lance le film. Si vous vous en souvenez, la toute première production de Zen Pictures, Dream Knights, mettait justement en scène des U15 héroïnes, ou héroïnes de moins de 15 ans. Et on y croisait déjà leur actrice fétiche Aya Katsuji, mais dans un rôle de figuration. Elle allait cependant tenir l'un des rôles principaux de la production U15 héroïne suivante, Win Mirage, une trilogie dans laquelle elle fait partie d'un trio de super-héroïnes policières juvéniles luttant contre des envahisseurs d'une autre dimension. Voyons donc ce que donnent les aventures de cette brigade des mineurs. Ikuzo! La première partie débute avec un criminel en détention qui se porte volontaire pour servir de cobaye à une expérience. Et apparemment, il s'agit de tester un nouveau modèle de chaise électrique. Il se retrouve alors projeté dans une autre dimension, où il se change en femme, et devient le leader d'un groupe de personnes qui étaient juste plantées là à l'attendre. Ok, 3 mots. Ça démarre fort! On apprend par la suite qu'il s'agit de l'organisation Karubari et que la catcheuse transsexuelle qui les dirige désormais se nomme Gloria. Alors par contre, même si le physique est un peu le même que celui de la méchante de Dream Knights, il s'agit bien d'une actrice différente, la catcheuse Eagle Sawai. Donc Karubari vit dans la dimension miroir et envisage de conquérir notre monde. Et si comme moi vous avez regardé l'excellente série Kamen Rider Ryuki avant de visionner cette trilogie, vous vous exposez à de fréquentes impressions de déjà-vu. C'est pas beau de copier. Schuppelter, une des deux générales de Gloria, jouée par Miwa, que nous avions déjà vu dans Cosmo Lady, mais qui est surtout habituée au rôle de méchante, dirige une offensive contre notre monde. Offensive menée par des sbires très élégants, puisque comme vous le voyez, ils portent des cravates, qui attaquent les humains et les expédient dans leur monde en les envoyant contre des surfaces réfléchissantes, par exemple des vitres. C'est alors qu'ils sont interrompus par l'arrivée de... joué par Aya Katsuji. Attendez, ils se connaissent? Mais je croyais que c'était leur première attaque, ça. Spark affronte donc les soldats de Karubari, mais perd tous ses moyens au premier bobo au genou. Donc son talon d'Achille est situé un peu plus haut que la normale. Bon, pour les sbires, c'est le gros orteil. Elle passe ensuite à Schuppelter, et apparemment la scène a été tournée avant son premier café du matin, qu'elle met rapidement en fuite tandis que d'autres sbires l'empêchent de la poursuivre. Ce qui nous permet d'assister à une agonie tout en finesse, ainsi qu'à des sbires qui glissent sur le sol mouillé, ou trébuchent sur leurs camarades tombés à terre. Et c'est avec des branquignoles pareils que Karubari espère conquérir le monde. Enfin notez, Spark qui réajuste son casque en plein combat, c'est pas mal non plus. Schuppelter retourne au QG de Karubari et se fait foutre de sa gueule par Decors, l'autre général de Gloria. Je rêve où il vient du gifler le nichon là. Et j'adore comment la scène a l'air de deux gamines qui se bagarrent dans la cour de récréation jusqu'à ce que la directrice arrive et leur demande de se calmer. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Gloria ressemble un peu à la directrice que j'avais au collège. C'est troublant. De son côté, Spark, alias Ikari, dont le prénom signifie lumière, retourne au QG de Win Mirage, où elle retrouve sa supérieure Yuri. S'ensuit un flashback montrant que pour elle, tout avait commencé alors qu'elle se trouvait avec des amis dans une salle d'arcade, et qu'ils se sont fait attaquer par les sbires de Karubari, dont un qui ne sait visiblement pas où il doit aller. Attendez, qui c'est que je dois attaquer moi? Non, attendez, laissez-moi un peu les gars, sinon on va encore dire que je fous rien, moi. Ikari s'était empressé de les combattre, se découvrant au passage une vocation de chiropractrice, mais avait fini par se faire attraper et expédier dans la dimension miroir. Ah non, autant pour moi, c'est la dimension aluminium en fait, où elle avait été secourue par Yuri qui s'y était téléportée via un effet spécial à 2 yens. Quoi, elle aussi, elle se connaissait déjà à l'époque?
Mais il y a combien d'années que Karubari essaye de conquérir le monde? Je suis sûr qu'elle l'a fait exprès, rien que pour me contredire. Ce qui avait convaincu Yuri et son supérieur de lui remettre l'équipement qui fidèle Wind Mirage Spark. Ils sont quand même un peu curieux les critères de recrutement de Wind Mirage. Ce qui est rassurant en revanche, c'est de constater que l'équipe est dirigée par Force Rouge de Bioman. Non, c'est pas une blague, c'est l'acteur qui jouait Force Rouge dans Bioman. Ou Red One si vous préférez la VO. A noter d'ailleurs qu'une partie de ce flashback sera réutilisée dans l'épisode suivant, mais avec un filtre pour montrer que c'est un flashback. Enfin, un flashback de flashback. Un flashbackception en quelque sorte. Ikari retourne ensuite chez elle, ce qui nous permet de faire connaissance avec sa mère journaliste, qui enquête sur une série de disparitions, ce qui l'amène avec son collègue à photographier un enlèvement se déroulant sous leurs yeux, et qui ne semble pas perturber les gus qui se trouvent juste derrière eux. Le légendaire flegme nippon, j'imagine. Et malheureusement pour eux, ils se font surprendre, et le monteur coupe beaucoup trop tôt. Ça aurait pas été mieux d'attendre la fin de leur réaction avant de passer à la scène suivante. Elle a eu heureusement le temps de mailler sa photo à son rédac-chef, et la description qu'il en fait Ikari lui permet de trouver où sa mère et son collègue sont retenus en otage, et elle utilise une canette qui traînait judicieusement dans le coin pour attirer un sbire et le neutraliser discrètement. J'ai dit discrètement. J'ai dit discrètement. J'ai dit discrètement. J'ai dit... Oh, va te faire foutre. Mais alors qu'elle est en difficulté face à Choupelter, Ikari est sauvé par l'arrivée de... Mais qui c'est celle-là? Quoi qu'il en soit, son arrivée permet à Ikari de se rappeler que... Oh mais c'est vrai, moi aussi je peux me changer en super-héroïne. Spark affronte donc les sbires, pendant que Flash poursuit Choupelter jusqu'à une salle de bowling, où elle tombe au sol, Flash tente d'étrangler Choupelter, puis elle roule sur le côté et c'est Choupelter qui tente d'étrangler Flash, puis elle reroule sur le côté et c'est à nouveau Flash qui tente d'étrangler Choupelter, puis etc. pendant de longues minutes. J'ai même pas eu le courage de chronométrer. Au bout d'un moment, pour éviter la monotonie, Flash et Spark échangent leurs partenaires, et la nuit est tombée entre-temps apparemment, et un peu plus tard, il y a carrément un des sbires qui ferme les stores pendant qu'on garde pas. Non mais vous trouviez que c'était pas assez évident qu'il était sur une planche à roulettes le plan d'avant? Pendant ce temps, à Veracruz... Ah, attends, j'ai loupé le bâton. Voilà, c'est bon. Coupée, elle est bonne. Je crois. Y a personne qui a vu mes lunettes. Et donc, après avoir éliminé les sbires, elles unissent leurs forces contre Choupelter. Ok, ils font plus aucun effort là. Coïncidence, les spectateurs tirent exactement la même tronche que Choupelter. Elles éliminent donc Choupelter avec leur super attaque finale de la mort qui tue, et celle-ci se transforme en lumière, comme les monstres de Kamen Rider Ryuki quand il meurt. Et plot twist, Flash était en réalité... C'est qui celle-là? Non, sérieux, c'est qui? On l'a jamais vu ce personnage? Ou alors peut-être dans le flashback à la salle d'arcade? Non, j'ai pas l'impression. Je veux dire, le coup de Flash ressemble un peu à l'arrivée de Charivan dans le dernier épisode de Gaban, ou Xor si vous préférez la VF, mais là ça fonctionnait parce qu'on découvrait ensuite que c'était en fait un personnage à qui Gaban avait sauvé la vie 2 épisodes plus tôt. Là on la connaît pas, Yoko, on l'avait jamais vue avant, ni même mentionnée dans la conversation. Une scène, rien qu'une toute petite scène où elle apparaissait, où elle discutait avec Ikari, et c'était bon, c'était parfait, on connaissait le personnage. Vous aviez un job.
En tout cas, pour pas l'avoir reconnue juste parce qu'elle portait un casque, Spark doit être encore moins vive que Lois Lane. Quoi qu'il en soit, Ikari délivre sa mère et son collègue, et fin de la première partie. Le film suivant nous révèle les origines de Yoko, alias Flash. Tout avait commencé alors qu'elle visionnait son DVD de Dream Nights, ou ça, un placement produit, qui est soit montré en filmant directement l'écran de télévision, soit en incrustant l'image, avec des différences notables de qualité d'image et de son. Quand tout à coup, elle se retrouve sur Canal+ sans décodeur. Vous pouvez pas comprendre si vous avez moins de 20 ans. Ceci n'est pas une défaillance de votre téléviseur. C'est un sbire qui crève l'écran. Comme quoi, les boucliers, c'est pas la taille qui compte. Et donc, comme Ikari avant elle, après une brève bagarre contre les sbires, Yoko s'est retrouvée projetée dans la dimension aluminium. Attendez, comment ils ont fait? Je veux dire, il faut qu'elle passe par une surface réfléchissante pour ça, et il n'y en avait pas du tout sur le toit, normalement. Il y avait un sbire qui avait un miroir de poche sur lui, ou... Elle y affronte des sbires, puis deux corses qui utilisent sur elle son rayon hypnotique, mais elle est sauvée par l'arrivée de Yuri, qui l'emmène au QG de Wind Mirage, où elle reçoit son équipement de Wind Mirage Spark. Donc Yoko et Ikari se font leur flashback en classe, quand soudain... It's morphing time! Ah non, fausse alerte, c'était juste la prof remplaçante. D'ailleurs, pourquoi remplaçante et pas la prof habituelle? On saura jamais. Mais alors qu'elle parte, la prof se fait attaquer. Bon, en temps normal, j'aurais tiqué sur le fait que l'agresseur sortait de nulle part, ou qu'Ikari et Yoko n'avaient pas remarqué sa présence dans la classe. Mais comme on sait qu'ils peuvent surgir de n'importe quelle surface réfléchissante, dont les vitres, ça passe sans problème. Par contre, j'imagine bien le méchant qui débarque pour attaquer Yoko et Ikari en civil, qui arrive juste au moment où elles partent, et qui enlève la prof histoire d'être pas venu pour rien. La 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 la, il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. Yoko se rend ensuite au magasin de son père, où elle reçoit une cliente qui n'est autre que des corses en civil. D'où bagarre avec des sbires. Ah oui, et sinon... Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Et comme cette étourdie a oublié qu'elle pouvait se transformer en super-héroïne, elle se fait capturer, mais est sauvée par l'intervention de Yuri, et des corses leur révèlent qu'elle tient la prof en otage, et que si elle veut la livrer, Yoko devra venir l'affronter à l'école. Yoko affronte donc des sbires, c'est moi le scénario un peu répétitif. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. J'ai compris, c'est un crossover avec le Cirque du Soleil, c'est ça? Enfin, cette étourdie se souvient qu'elle peut se transformer. Mais alors que Flash se retrouve en difficulté, elle est sauvée par l'arrivée de... Et son arrivée est beaucoup mieux préparée que celle de Flash dans le film précédent. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais dans une scène précédente, Force Rouge et Yuri mentionnaient brièvement l'existence d'une troisième Wind Mirage nommée Aya. L'intervention du personnage ne sort donc pas de nulle part. Et pendant que Thunder affronte des sbires qui ont enfin compris qu'ils seraient beaucoup plus efficaces avec des épées, qu'ils ont acheté chez Toys R Us, il y avait une promo 10 pour le prix de 5. Pendant que Flash affronte des corses. Et une fois de plus, il fait jour dehors et nuit dedans. Il y a quand même un sacré décalage horaire entre l'intérieur et l'extérieur au Japon. Elle est ensuite rejointe par Thunder qui a entre-temps vaincu les sbires. Putain, mais qui c'est qui a tiré le sol comme un malade? Finalement, elle triomphe de Décorce grâce à leur attaque kaléidoscopique, Yoko délivre la prof grâce à son super pouvoir de l'ellipse, et le film se termine sur Gloria annonçant qu'elle va lancer une attaque massive contre notre monde et qu'on va voir nos gueules.
Dans le troisième volet, on apprend qu'Aya, alias Thunder, est une Wind Mirage imparfaite, que ses supérieurs n'envoient donc en mission qu'en cas d'absolue nécessité. Cependant, quand Gloria lance son attaque massive, son sens du devoir la pousse à intervenir malgré l'interdiction d'Yuri, qui est obligé de lui venir en aide et est capturé par Gloria. C'est ballot, elle attendait 2 secondes de plus et capturait Thunder avec. Pour la délivrer, Thunder est obligée de venir l'affronter, mais elle est rapidement rejointe par Spark et Flash, qui lui remettent un composant mis au point entre-temps et qui lui permet de corriger les défauts de son équipement, et de ne plus être victime des limites de ses pouvoirs. Fidèle à la tradition, Gloria envoie d'abord contre elle ses sbires, et vous constaterez que l'immeuble n'arrête pas de changer de côté d'un plan à l'autre, ça tient pas en place un immeuble. La redoutable attaque de la rampe d'escalier. Bon, par contre, cette fois, leurs épées, c'est carrément Fisher-Price. Ça devait être 10 pour le prix d'une, cette fois. Au secours, nous sommes attaqués par des petites filles. Gloria ressuscite alors ses 2 générales pour les affronter, et encore une fois, ils ont piqué l'idée à Kamen Rider Ryuki, puisque comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'un monstre est détruit dans cette série, il laisse derrière lui une sphère d'énergie qui, si elle n'est pas dévorée par un autre monstre, permet au monstre vaincu de se régénérer sous une forme encore plus puissante. C'est du vol et du plagiat. Je sais pas s'ils ont fait plusieurs prises pour chaque scène, mais si c'est le cas, je serais curieux de voir à quoi ressemblait celle qu'ils n'ont pas voulu garder. Au bout d'environ 10 minutes de combat, elles échangent leurs adversaires pour éviter la monotonie. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, l'actrice qui joue Decors doit pas voir grand chose avec ce machin devant les yeux. Mais c'est vrai ça maintenant que tu me le dis. J'y vois rien du tout, moi. Elle est où mon adversaire? Et après 10 autres minutes de combat environ, elles dégomment leurs adversaires, mais pensent cette fois détruire la sphère d'énergie qu'elles laissent derrière elles en mourant. Il ne leur reste plus qu'à s'occuper de cette grosse légume de Gloria. Ok, celle-là a été facile. Et de mauvais goût. Et je suis mal placé pour faire ce genre de blague. Et après l'avoir paralysée à l'aide d'un rayon multicolore... Mais elle a bu ma parole. Elle lui balance leur super attaque finale de la mort qui tue. Tiens, tu t'es échappé hors champ, toi? Bah oui, on n'avait plus le temps de tourner la scène. Et le film se termine alors que la classe d'Ikari et Yoko accueille une nouvelle élève qui n'est autre qu'Aya. Korede Owarida. Bon, malgré le fait que le concept était pas mal pompé sur Kamen Rider Ryuki et que les origines de Gloria étaient complètement what the fuck, c'était pas mal du tout. On a 3 films, chacun centré sur un des 3 personnages principaux. Néanmoins, si Ikari et Yoko ont droit à un bon développement en les montrant dans leur vie quotidienne et en nous donnant un aperçu de leur famille, ce n'est en revanche pas le cas d'Aya. Malgré leur jeune âge, les 3 actrices principales jouent plutôt bien et leurs scènes d'action sont tout à fait correctes, même si Ayaka était quand même encore un peu raide à l'époque. Et c'est finalement l'interprète de Thunder qui se débrouille le mieux, et on sent bien l'impact des coups dans chacune de ces scènes de combat. On apprécierait également le fait que les combats se déroulent dans des environnements variés. Au niveau des points négatifs, les scénarios des 3 films reposent à chaque fois sur la formule « Les méchants ont pris une de nos proches en otage, il faut les affronter pour la délivrer ». Comme pour Dream Knights, la manie de Zen Pictures de faire des scènes où leurs héroïnes s'en prennent plein la gueule pendant plusieurs minutes est assez dérangeante quand il s'agit d'actrices aussi jeunes. Et le personnage de Flash est très mal introduit, à la différence de celui de Thunder, qui avait au moins été mentionné dans la conversation avant son arrivée. Mais il y a aussi certains défauts qui contribuent au charme de la série, comme ses nombreux moments complètement what the fuck, les faux raccords jour-nuit, et les nombreuses maladresses et prises approximatives qui donnent l'impression que le bêtisier a été directement intégré au film. Niveau costumes, ils sont très réussis. Les uniformes de Wind Mirage constituent une version super-héroïque très réussie d'uniforme de police, avec des cravates et des morpheurs de couleurs différentes pour différencier les 3 personnages. Pareil pour les uniformes de Decors et Soupelter, dont l'aspect argenté colle bien avec la thématique miroir des super-vilaines. Et j'aime bien la visière de Decors, même si, encore une fois, ça devait quand même pas être très pratique pour la vision de l'actrice. Pour finir, signalons que Zen Pictures a réutilisé les Dream Knights dans une autre de leurs productions quelques années plus tard, mais avec des actrices beaucoup plus âgées cette fois.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pousvériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle d'Agar, une bande dessinée des années 70 consacrée à la lutte opposant de jeunes enfants, décidément, on reste dans le registre des U15, à un vieillard dément envisageant de conquérir l'univers avec son armée de jouets, sorte de croisement entre les lapins crétins et les Daleks, et mes critiques de séries sur Tokyo Onna, où je parle de la saison 1 de Martial Law, plus connu chez nous sous le nom du flic de Shanghai, série des années 90, consacrée à un policier chinois expert en arts martiaux, interprété par le célèbre acteur hongkongais Sammo Hung, qui rejoint la police de Los Angeles dans le cadre d'un échange culturel entre les deux pays. Une série policière riche en humour et en action, qui a grandement contribué à la popularité de l'actrice Kelly. Jane! Avec la participation exceptionnelle de Hyacinthe, maman de Julius, qui a bien des choses à nous dire.